1930 est une année charnière pour le cinéma français, en ces temps de crise à venir et de grandes tensions. Mais tout d'abord, commençons cette histoire en traversant un bref instant l'océan Atlantique. C'est l'occasion d'évoquer la crise de 29 aux États-Unis et ses conséquences désastreuses sur le monde. Les effets du krach boursier sont catastrophiques. Le château de cartes s'effondre. Crise boursière d'abord, puis crise bancaire et enfin crise économique. Ce qui pourrait faire penser à quelque chose de plus contemporain. La production est bloquée. Le chômage prend des proportions énormes. C'est la Grande Dépression. Avec les émeutes de la faim, des manifestations énormes, des heurts violents, l'Amérique finit par s'embraser. Le choix par les États-Unis du protectionnisme économique le plus rigoureux entraîne des représailles en chaîne et provoque le ralentissement de l'économie mondiale. La crise s'exporte. Elle arrive en France, à l'automne 1930. La crise française s'agrège avec une crise institutionnelle et politique, marquée par une forte instabilité et la chute des cabinets ministériels successifs. L'année 1930 est ainsi marquée par le premier grand scandale politico-financier, l'affaire du banquier Albert Oustric. On peut le voir sur ce cliché au moment de sa remise en liberté provisoire, sortant de la prison de la Santé. Albert avait eu sa combine. Il avait pu, avec le soutien très intéressé du ministre Raoul Peret, fonder un empire industriel constitué de sociétés fantoches se finançant les unes les autres, jusqu'à la crise et l'inévitable dépôt de bilan. La révélation des relations entre Oustric et Peret entraînèrent inévitablement la chute du gouvernement Tardieu. Mais l'optimisme officiel reste de rigueur, et le cinéma est là aussi pour relayer les discours ministériels, en vantant la débrouillardise éternelle de la France et des Français. De nombreux films en témoignent, et en particulier l'immense succès populaire de la célèbre série des Bouboules, et la fameuse chanson « J'ai ma combine », chantée par l'inénarrable Georges Milton. Parlons-en du cinéma français. Que devient-il ? Eh bien, c'est compliqué. Le cinéma français se heurte à la révolution du cinéma parlant. Et la France compte du retard dans le domaine par rapport aux États-Unis ou à l'Allemagne. Réussir à apprivoiser les nouveaux équipements particulièrement coûteux et peu ergonomiques demandera du temps. Pendant les années expérimentales qui vont suivre,
l'essentiel de la production se révélera très faible, et ce jusqu'en 1934. Entre vaudeville et comiques troupiers, mélodrames et aventures plus ou moins exotiques, et de nombreuses chansons. J'avais étant gosse la vocation pour le sacerdoce, j'avais raison. Drapé dans ma robe de prédicateur, j'aurais fait sans doute un moine à la hauteur. J'aurais pu me mettre, à défaut de ça, avocat peut-être ou magistrat. La robe éprouvée m'aurait fait arriver, car j'en suis convaincu, le jupon m'a perdu. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Moi qui voulais garder ma liberté, moi qui nourrissais une horreur sainte et sauvage pour l'esclavage du mariage. Je sens mon cœur devant votre beauté, captif du vôtre pour l'éternité, et c'est tout le bonheur que je pouvais rêver. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et l'homme torbattent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien notre ami. Aussi chantons sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Une main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Je vivais de pauvres jours bien lourds, ma vie était insipide. Je n'avais aucun bonheur au cœur, les heures coulaient toutes vides. Mais croisant ton regard par hasard, soudain j'ai senti en moi les mots. C'est pourquoi depuis ce jour béni, souvent je me dis, jamais je ne pourrai vivre loin de toi. C'est vous une blonde rousse? Je n'en sais rien. Non. Comment, vous la connaissez pas? Non. Allons, non. Mon Dieu, je sais qu'aux yeux du monde, je paraîtrai fort peu sensé. Est-elle brune, est-elle blonde? Son nez est-il noir retroussé? Est-elle laide ou bien jolie? Ainsi que vous qui me charmez. Je l'ignore, je me marie les yeux fermés. Oui, vraiment, je me marie les yeux fermés. Avant la noce, on voit sa femme, c'est dans les usages reçus. Un an après, monsieur, madame, se quittent pour s'être trop vus. Moi, je n'ai plus de fantaisie dans les dessins que j'ai formés. Moi, mes enfants, je me marie les yeux fermés. Oui, vraiment, je me marie les yeux fermés. Un petit morceau de nos pompons, voilà. Les gars de la... Dans la représentation des producteurs, réalisateurs, acteurs, ce nouveau cinéma ne peut être, au mieux, qu'un relais pour le théâtre ou pour le music-hall et les opérettes. On les reçoit à bras ouverts, les vieux loups de mer. Quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. J'avais tourné, lorsque j'étais au concert Mayol, mon premier film avec Rému, un grand ami à moi, Le Blanc et le Noir, où je faisais un chasseur vierge. Vierge. Et je ne l'étais pas, hein.
Il y a des connaisseurs, ah non, c'est très bien. J'avais accepté de tourner le blanc et le noir avec Rému, histoire de voir la gueule que j'avais à l'écran. Je me suis vu, j'ai été fixé. Le peu d'illusions que j'avais sont partis. Alors là, vous savez, quand on se voit marcher de 3/4 de face et de profil, on se dit, ça y est. J'ai compris alors la gueule chevaline, d'après les articles. Ça m'a mis en retard pour beaucoup de choses. Mais il est temps que je m'y mette. Sinon, ça me fait avoir une fois et après je saurai. Oh, taisez-vous, quelle horreur, allez-vous-en, taisez-vous. Bon, pourquoi? Mais allez-vous-en, puisque je vous dis que vous en allez, allez-vous-en. C'est moi essayer. Oh, taisez-vous, allez-vous-en. Oh, vous me plaisez tellement, Oh, madame. taisez-vous, chasseur, ou je vous fais chasser. Bien, madame. Plus grave encore, l'arrivée du son au cinéma impose d'isoler les caméras beaucoup trop bruyantes dans des cabines insonorisées. Ainsi, les scènes dialoguées sont contraintes à l'immobilité. Pour le cinéma français muet, riche de toutes les expérimentations engagées récemment, notamment avec les recherches d'Abel Gans, Louis Deluc, Jean Epstein ou Marcel L'Herbier, l'entrée dans l'univers du parlant va se révéler pendant plusieurs années synonyme de régression. Le cinéma n'est-il pas avant toute chose l'art de l'image et du mouvement? N'est-il pas le choc de ces images par la grâce du montage? N'est-il pas la poésie de la suggestion sans les mots? Si 1930 et les années qui suivent sont difficiles pour plusieurs grands noms du cinéma muet, dans le désert de la production française, certains réalisateurs, aussi talentueux qu'isolés, sauront presque immédiatement s'adapter à ces nouvelles contraintes et poser les bases d'un art nouveau. Tandis que le monde, lui, suit son cours, et que le climat anxiogène ne cesse de croître.
Alors qu'en France, la censure frappe le cinéma surréaliste à la suite d'incidents très graves avec les ligues d'extrême droite. La seconde cérémonie des Oscars semble également traduire ce moment partagé d'inquiétude, avec le couronnement d'un grand film consacré à la Première Guerre mondiale. À l'Ouest, rien de nouveau suit le parcours de jeunes Allemands embarqués dans les horreurs de la Première Guerre, avec une noirceur et une violence jamais vues à l'écran. Pendant ce temps, dans une Allemagne décimée par le chômage, les élections au Reichstag conduisent à l'effondrement des partis traditionnels et le début de la percée du parti nazi, qui obtient 107 sièges dans le nouveau Parlement.
L'Âge d'or est un film majeur de l'histoire du cinéma français. Il a été censuré pendant plus de 50 ans et cela a signé la fin pendant toutes ces années du surréalisme sur les écrans français. Il s'agit du second film du duo surréaliste Luis Buñuel et Salvador Dalí. Après avoir réalisé et écrit 2 ans plus tôt Un chien au ballon. On a pensé faire ici à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels? Un rêve de... Lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait naine. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours? 7 jours. Ouais. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait. Et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On ne l'a pas employé, non. Le veto consistait à dire je n'aime pas ça. Et l'autre disait en effet, n'est pas bien. Et c'est l'Âge d'or qui a mis un terme à leur collaboration. Car Dalí ne supportait pas que l'on insulte la religion. Le film est fondamentalement surréaliste. D'abord parce qu'il va juxtaposer et lier des éléments, des scènes, des images et des sons qui n'ont en apparence aucun rapport les uns avec les autres. Cela se caractérise déjà dans la structure générale du film. Le film commence par un documentaire animalier sur des scorpions. Il enchaîne ensuite sur un repère de bandits, puis diverses péripéties difficilement résumables. Il continue sur une histoire d'amour fou et impossible, qui démarre dans la boue et qui va servir de fil rouge. Oh la canotte! Salaud! Et se conclut sur une parodie du Marquis de Sade avec le Christ en organisateur de soirée. C'est cette scène d'ailleurs qui a causé la perte du film et sa censure. Le surréalisme va se caractériser également dans la représentation de la passion amoureuse. Il n'est pas ici question de sentiment. On est dans un amour brut, physique, dévorant au sens propre du terme, comme peut le montrer cette scène. Il est question d'une émotion tellement puissante qu'elle va transcender toutes les frontières du temps et de l'espace. Pour le montrer, il faut regarder une scène clé du film. Le temps n'existe plus. L'enjeu de cette scène, c'est de montrer comment une vache dans un lit, une cloche qui sonne, un chien qui aboie et le vent qui souffle permettent de restituer le lien qui unit ces deux personnages et pourtant qui ne sont pas dans le même lieu. Comment les sons vont se téléporter, comment ils vont se mélanger, se combiner, comment ils vont fusionner et comment les éléments vont finir par s'en mêler.
Le surréalisme, c'est aussi le paradoxe, la contradiction. Car cet amour si puissant, si transcendantal, va se conclure de la façon la plus risible qui soit, avec un Gaston Modo furieux d'avoir été trompé, et qui va arracher ses oreillers et balancer par la fenêtre divers objets, dont un évêque et une girafe. Enfin, le surréalisme, c'est la provocation. Ici, la provocation la plus poussée est vis-à-vis de l'Église. Et pour un œil contemporain, tous les éléments provocants du film, ou supposés provocants, peuvent paraître un peu ringards, un peu dépassés. Il est difficile de comprendre aujourd'hui en quoi cela pourrait être provocant. Néanmoins, les effets du film continuent de fonctionner, car le film véritablement conditionne le spectateur. Le film est constamment en roue libre, à tous les niveaux, mais c'est une roue qui dévale de plus en plus vite et sans le moindre discernement. La succession des scènes de plus en plus absurdes va s'accompagner d'une montée en puissance du grotesque et de dialogues de plus en plus incompréhensibles. Il y a longtemps que je l'attendais. Quelle joie d'avoir assassiné nos enfants. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et le film va utiliser une bande-son de plus en plus entêtante. La musique va devenir totalement omniprésente, avec l'arrivée de percussions qui vont littéralement assommer le spectateur. Tout est mis en place pour l'agacer, pour l'énerver, pour le provoquer, jusqu'à ce final où on découvre le Christ organisateur d'orgie. Et on peut imaginer, devant ce spectacle, la colère de spectateurs un peu trop susceptibles. Je revois encore, c'était le matin du 4 décembre 1930. Le studio 28 où passait l'âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir l'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés, les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. Ces exploits étaient le fait de deux associations qui se proclamaient la Ligue des Patriotes et la Ligue anti-juive. On pouvait mesurer là des visus, la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants ou prétendus tels. C'est à un article de Philippe Soupeau que nous emprunterons le résumé de l'action de Sous les toits de Paris. François Perrier va nous le lire. Un chanteur des rues, Albert, remarque une jeune roumaine, Paula. Il la suit, mais elle tombe dans les griffes d'un individu fort suspect qui la domine. Celle-ci, le soir même, se révolte contre la tyrannie de l'individu suspect et, s'apercevant qu'il lui a volé la clé de sa chambre, renonce à rentrer chez elle. Elle est recueillie par Albert, qui lui offre l'hospitalité. Mais lorsqu'elle se trouve dans sa chambre, elle refuse de devenir sa maîtresse. Fureur d'Albert, mais Paula ne cède pas. Ils sont éveillés le lendemain matin par un copain d'Albert, pickpocket et cambrioleur, qui vient lui confier une valise, car, affirme-t-il, il part en voyage. Paula, maintenant, vend les chansons qu'Albert chante au carrefour.
Albert lui propose de l'épouser et tandis qu'elle va faire son déménagement, achète des fleurs, des cadeaux. Amoureusement, il arrange la chambre. On frappe à la porte, c'est la police qui, soupçonnant Albert de pratiquer le vol à la tire, vient perquisitionner. Les inspecteurs trouvent la valise du copain qui est pleine d'argenterie volée. Albert est arrêté. Paula le voit entre les deux inspecteurs embarqués pour le dépôt. Affolée, elle va trouver Fred, le meilleur ami d'Albert. Celui-ci profite de cette absence pour faire de Paula sa maîtresse. L'innocence d'Albert est reconnue, il est libéré après 15 jours de prison. Pendant cette incarcération, Fred et Paula se sont aimés, puis se sont brouillés. Elle est allée retrouver l'individu suspect. Albert vient rôder dans son quartier, aperçoit Paula et l'individu. Celui-ci se précipite vers le chanteur et lui intime l'ordre de laisser Paula tranquille. Immédiatement, Albert invite Paula à danser. Ils se défient et sortent pour aller se battre. Paula, affolée, va trouver Fred, qui se précipite vers le champ de bataille. Il éteint un réverbère d'un coup de revolver, obscurité, agent de police, fuite éperdue. Albert et Fred échappent à la police et retrouvent Paula qui tombe dans les bras de Fred. Albert comprend tout. Il commence par se mettre en colère, puis propose de jouer Paula aux Anzis. Il perd, il s'éloigne tristement. En réalité, le film ne se finit pas tristement, mais en chanson. Car René Clair est un cinéaste fidèle à son patronyme, même pour les scènes les plus obscures. Le film donne à voir des morceaux de vie rythmés par la musique et les chansons, depuis les toits et à travers les fenêtres des immeubles. Au-delà de la superbe direction artistique du film, et en particulier la reconstitution magistrale des rues de Paris, ce film est une expérience de pionnier. C'est assurément le premier film français parlant important et de façon d'autant plus paradoxale que René Clair s'opposait à l'arrivée de la parole au cinéma. Alors le film est plutôt chanté que parlé. Et quand on chante, on ne parle pas. Et on ne s'entend plus parler. Oh, cette chanson. Alors on filme les conversations à travers la vitre d'un bistrot, et dès lors, on ne peut plus les entendre. Oui. Et inversement, plusieurs scènes plongées dans le noir le plus total ne seront intelligibles que grâce au son. Ne vous approchez pas. Je m'approche pas, ma femme, je me couche, quoi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais je voulais être tranquille. Voulez-vous me laisser tranquille? Tranquille, voyons. Non. Écoutez, allumez. Je veux la lumière, moi. Je ne peux pas dormir sans lumière. Oh non, écoutez, espèce de cauchemar. Mais comment il n'y a pas de ça? Ça va pas faire. Ça c'est ridicule. Tu n'as pas que ça veut dire cette histoire. Mais enfin, il n'y a pas de... Comme ça, je rappelle, on parle. Comme ça, je vous dis que c'est complètement ridicule. Mais c'est ridicule, ça, petite. Ah, mais enfin, tout de même. Ah, mais tout de même, enfin, quoi que ça veut dire, quoi, des trucs comme ça? Ben quoi? Oui. René Clair invente le cinéma parlant. Le son et les dialogues deviennent des éléments incontournables du langage cinématographique et pas simplement des mots posés sur le film et que l'image ne ferait qu'illustrer. Bienvenue à Nice, c'est casino, la mer, c'est palmiers, la mer, c'est bar au petit matin, son carnaval en préparation, ses travailleurs, la promenade des Anglais surpeuplée.
ses gens oisifs, sa plage dorée, la mer, ses hydravions. De l'autre côté, le vieux Nice, ses façades noires et lépreuses, son linge suspendu aux fenêtres. Mais qu'est-ce donc que ce film muet de 23 minutes sans le moindre commentaire? Un reportage? Un pamphlet social? Un poème? Un essai d'étudiant en école de cinéma? Jean Vigo, lui, nous parle d'un point de vue documenté. Plus qu'un documentaire réaliste et objectif, Vigo développe un point de vue, oriente la perception des images et propose sa propre vision du monde sous une forme ouverte, ou plutôt sa vision de deux mondes qui ne se croiseront pas, dans un déluge d'images qui virent par instants dans le délire surréaliste. À propos de Nice, c'est bien plus qu'un brouillon, un document ou une curiosité. Il ressemble plutôt à une promesse que Vigo aura à peine le temps de tenir. I don't think now art can be kept only for a minority of people. The real success for an artist in motion picture and is when you can interest the cultivated class, you know, and the popular public. After all, no, our great masters did that. Chaplin, Strain, Griffiths, you know, Eisenstein, they were not working for cine clubs. It's a sort of collaboration in the show business between the public and the author. You cannot work alone, you cannot wait. It's why I get that the great law of motion picture films, you know, is to be popular, but I don't say that in the vulgar sense of the word, you see. Popular means being able to be understood and liked by the public and to be still good. That's a great difficulty. À un moment où le mot révolution semblait la clé de tous les problèmes artistiques, le cinéma m'apparaissait comme le moyen d'expression le plus neuf, le moins compromis par son passé, en un mot, le plus révolutionnaire. Mais cette suite d'images, à laquelle aucun sens absolu ne s'attache, et que ne lie pas les vieilles ficelles de la pensée, pourquoi s'embarrasserait-elle d'une logique ? I'm not against the invention of sound. It's very good. I'm afraid that this invention will deprive the authors of the obligation of inventing something for a new medium. You know what I mean? Because now it will be so much easier to rely upon the words. It's very strange. You know, the more you add things to make your picture or your film more realistic, and
the farther away you go from reality, from an impression of reality. For example, if you want to make a real neo-realist picture, in the street with poor people, you cannot make that in color. It has to be black and white, which is much less realist than color. And color does not make things realistic. And in spite of that, when we see things in real life, they are in color. Il pleut? Non, c'est presque rien. On va pas s'arrêter tout petit peu. Oh, mais il pleut vraiment. Non, 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 regardez sa tête. Oui, mais tout de même, ça va. Oh oui, alors là, il y a de la vue. Qu'est-ce que vous venez faire? La briquette, cette idée. Il n'y a pas d'autre porte dans la rue, non? Pourquoi? Je vous gêne peut-être. Ah bon? Au revoir. What we call cinema today, we don't know what it will be exactly. If you realize that cinema is not 100 years old, it will be 100 years old in 1995. Yes. Well, since his beginning, which is 1895, you know how things have been changed, you know. The brother Lumière didn't believe in the future of their invention. In 1925, nobody believed in the talkies. And it came in, and in three years, you know, invaded the whole world. And in 1945, Hollywood, at the top of its power, didn't believe that television in few years will destroy more than half of its empire, you see. That means, what kind of prevision can we do? Only one. I'm certain that before or at the time the cinema will be 100 years old, things will have changed completely, and we are unable to know today what it will be.
Parfois dans la vie, un souffle d'envie passe tout à coup dans mon cerveau. Je rêve aux parures, aux riches fourrures, je suis femme, voilà mon défaut. Ne sois pas jaloux, c'est toi. Je n'ai qu'un amour, c'est toi. Il faut te raisonner, tu dois me pardonner. Quand on me dit que je suis belle, les hommes les plus flatteurs n'ont jamais trouvé mon cœur. Je reste fidèle, c'est plus fort que moi. Je n'ai qu'un amour, c'est toi. Mais un jour peut-être je peux disparaître sans même t'avoir dit au revoir. Le cœur d'une femme. Prix de beauté est le seul film tourné par Louise Brooks en France. Ce film parachève le mythe et le culte qui lui survivra éternellement. Louise Brooks, victime de sa beauté et des passions qu'elle déclenche. Son enfance difficile, son style marquant, son tempérament unique. Louise Brooks abandonnée par le cinéma, accueillie par l'alcool, puis la solitude jusqu'à la fin de sa vie. Une gouaille toute parisienne, un charme irrésistible et viril, la force et la tendresse à la fois, un charisme évident. Jean Gabin? Non. Pour l'heure, en 1930 et avec la sortie de Sous les toits de Paris, le créneau est occupé par Albert Préjean. Gabin, quant à lui, est un chanteur populaire qui n'est pas encore entré en cinéma. Albert Préjean donc, héros de la Grande Guerre, dans la cavalerie, décoré de la Croix de guerre, puis pilote de l'armée de l'air. La légende se poursuit. As de l'aviation, sportif de haut niveau, cyclisme, boxe, natation, plongeon. Albert Préjean, lui aussi chanteur populaire, encore plus reconnu comme chanteur que comme acteur. Albert Préjean acteur, d'abord des débuts difficiles dans les années 20. Partie d'escrime dans Les Trois Mousquetaires, puis soldat dévoré par les loups, et puis la rencontre clé avec René Clair, et sa révélation dans Sous les toits de Paris. Albert Préjean devient le héros à la française. Ce n'est plus un jeune premier, il a dépassé la trentaine, il a des origines populaires, son caractère et son physique ne sont pas lisses. Il est l'homme du peuple, des années folles, de l'espérance. Mais on l'a compris, Préjean ne pourra pas résister à la tornade Jean Gabin, qui ne laissera que des miettes à ses concurrents. Du lundi jusqu'au samedi pour tailler des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère,
et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers. Et le bonheur nous souffle pour pas faire. Chagrin et peine de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Gabin représente une autre France, confrontée à une marche pressentie vers l'abîme, à une désespérance progressive, impitoyable, violent et vulnérable, romantique et torturé. La suite sera plus délicate pour Albert Préjean, et il n'obtiendra plus de rôle aussi porteur, à quelques exceptions près. Où est Benoît? Gilles Romaner, ne tente pas pour lui. Il est bien tranquille là-haut. Il se repose. Dors. Pendant l'occupation, il est choisi pour incarner le commissaire Maigret, mais son interprétation nerveuse et sautillante peut sembler peu conforme au personnage de Georges Simenon. Salut. C'est toi le cycliste rapide de Paris soir? Ben, bravo, mes compliments, t'as dû brûler les barrages. Et c'est dans les couloirs d'ici que ça a été le plus long. C'est de la part de M. Larcier. Oui, je sais ce que c'est. Ah, c'est vous le commissaire Maigret? Non, il est pas là, il dort. Comment il dort? Alors c'est pas lui le commissaire Maigret? Qu'est-ce que t'as comme vélo? Une Alcyon. Guidon trial? Ouais. Des railleurs, du rallumin et tout le bazar? Oh, mais vous êtes connaisseur, vous? Oui, naturellement. Tiens, moi aussi, je fais du vélo. Et un jour, je te lancerai un défi. Dis donc, à propos, l'as-tu laissé dans la cour? Oui. Tu as fait attention, la maison mal fréquentée. Ici, on les fauche comme des petits pains. J'ai pas de réponse? Non. Ah, bonjour, monsieur Goujon. Monsieur Maigret? Je vous présente monsieur Mascoubin. Vous êtes deux confrères en myopie. Enfin, l'occupation et deux voyages organisés en Allemagne par la Propagandastafel contribueront à brouiller sensiblement l'image de l'ancien héros de guerre. Sous le signe de l'art, des vedettes de l'écran s'apprêtent à partir pour l'Allemagne. À la gare de l'Est, on reconnaît Albert Préjean. Répondant à l'invitation du docteur Karl Fröhlich, président de la Corporation du cinéma allemand, ces artistes seront pendant 12 jours les hôtes de leurs camarades des studios de Vienne, de Munich et de Berlin. À Berlin, représentation de music-hall pour les ouvriers français. La trépidante Marguerite Gilbert. Je vous demandais à partir du deuxième de chanter tous les totos avec moi. Ça vous va? Toto! Qui s'éveille de bonheur. Toto! Alors ma jeune, hydrate les eaux. Dans l'assistance, Daniel Darieux, Viviane Romance et Albert Préjean. C'est un total et même des totos dans la petite. Visitant l'Allemagne, voici à Vienne Daniel Darieux, Viviane Romance, Albert Préjean, Suzy Delair, Julie Astor. Dans les studios viennois, les artistes français sont les hôtes d'Henrik Georges. Et la presse reçoit nos vedettes à leur retour à Paris. Il sera incarcéré quelques semaines à la Libération. Sa carrière se poursuivra jusqu'à la fin des années 50, mais Albert Préjean ne retrouvera plus jamais sa gloire passée.